Le Japon compte des milliers d'îles, plus de 8000 selon les chiffres officiels, mais les plus importantes sont au nombre de 4. La plupart du temps, les touristes restent sur la plus grande, Honshu, mais les 3 autres sont tout aussi attrayantes. Aujourd'hui, je vais donc vous emmener faire une petite incursion sur la plus méconnue de ces 4 îles principales, Shikoku. C'est une île qu'on pourrait presque qualifier de mystérieuse, et à coup sûr remplie de mysticisme, aux innombrables légendes et où la nature tient une place très importante. Une île où de nombreux Japonais viennent se recueillir ou faire des pèlerinages. Bref, un territoire rêvé pour ceux qui, comme moi, tentent d'échapper à la foule et au surtourisme. Contrairement aux apparences, ce n'est pas en train que mes compagnons et moi-même allons passer de Honshu à l'île de Shikoku, mais bel et bien en voiture. Et si le fait que je parle désormais à la première personne du pluriel vous étonne, c'est sans doute que vous avez manqué l'épisode précédent. Je vous le mets en haut à droite de l'écran au cas où. On peut bien sûr rejoindre Shikoku en train, c'est faisable, et j'utiliserai, seul cette fois, ce mode de transport lorsque j'y retournerai plus tard durant ce voyage. Par contre, il n'y a pas encore de Shinkansen qui relie cette île. C'est en projet, mais les travaux vont prendre du temps. Pour l'heure, c'est donc par la route que nous allons gagner cette île que nous n'avions encore jamais visitée en 20 ans de voyage au Japon. Une lacune qu'il était donc grand temps de combler. Il existe plusieurs routes empruntant des ponts majestueux et impressionnants, comme celui-ci, pour se rendre à Shikoku. Nous sommes partis de la petite ville d'Akashi, non loin de Kobe, et la route passe tout d'abord par l'île d'Awaji, avec le pont du même nom, avant d'enchaîner par un autre pont, au nom célèbre celui-ci, le pont de Naruto. Alors rien à voir avec le manga, puisque ce serait plutôt ce dernier qui a emprunté le nom à cet endroit, mais du coup j'imagine que c'est un nom qui va parler à pas mal d'entre vous. Et en vrai, vous allez vous en rendre compte dans un instant, le pont d'Awaji où nous nous trouvons là est, je trouve, plus impressionnant que l'autre. C'est dans le détroit qui sépare l'île d'Awaji et celle de Shikoku que se trouvent les tourbillons de Naruto, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Nous avons choisi de faire une petite halte au Naruto Park situé juste après le pont pour admirer la vue sur la mer intérieure et le détroit en question. Oui, alors je vous arrête tout de suite, c'est pas un parc d'attractions consacré au manga, c'est seulement un point de vue sur le détroit et sur le pont, évidemment. On y accède par cet escalator sous verre qui donne un peu une sensation de vertige d'ailleurs. Et ensuite, place à la vue. Mais à cette distance, impossible de distinguer le moindre tourbillon. Shikoku possède 2 facettes essentielles, son côté mystique et spirituel et son côté nature. Nous n'allons pas rester très longtemps sur l'île, mais ça ne nous empêchera pas de découvrir ces 2 aspects, à commencer par le côté spirituel. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, parce que le Japon jusqu'ici méconnu, je veux dire hors des sentiers battus a de plus en plus la cote depuis quelques années. En tout cas, pour les passionnés que nous sommes, mes amis et moi,
Le nom de Shikoku fait immédiatement penser au pèlerinage des 88 temples de Kobodaishi. Alors pour la faire courte, Kobodaishi c'était un moine bouddhiste du 9e siècle, très connu dans l'archipel d'ailleurs. Il aurait, selon la légende, car rien ne l'atteste officiellement, parcouru les chemins montagneux de Shikoku et fondé ainsi de nombreux temples. Aujourd'hui, le pèlerinage représente un parcours de 1200 km à travers toute l'île, que certains font toujours à pied. Oui. Alors ça représente tout de même entre 30 et 60 jours de marche, et les sentiers sont parfois difficiles d'accès. Bon, je dois avouer que jusqu'ici, aucun client ne m'a encore demandé de lui organiser un voyage pour effectuer ce pèlerinage. Et j'avoue que ce serait un challenge plutôt intéressant pour un travel planner, mais je doute que ça arrive de sitôt. En ce qui nous concerne, nous avons mis 3 temples à notre menu, et il va sans dire que nous allons les relier en voiture, pantouflards que nous sommes. En plus, on va les faire dans l'ordre décroissant, puisqu'on commence par le numéro 84, le temple de Yashima. Oui, ils sont tous numérotés, c'est plus facile pour les repérer. Yashima se trouve au nord de la grande ville de Takamatsu, et c'est aussi le nom d'une bataille célèbre du XIIe siècle, mais je vous épargnerai, comme toujours, ces considérations historiques. Cela dit, j'en parle en détail sur ma chaîne principale, alors pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas, je peux confirmer que, même en voiture, accéder à un temple comme celui-là n'est pas si évident qu'il y paraît. Mais ça c'est rien, attendez la suite. Après une nuit passée dans une très belle maison japonaise du village de Mitoyo, nous avons débuté cette seconde journée à Shikoku par le temple numéro 70, celui de Motoyama. Beaucoup plus facile d'accès que le précédent, il était aussi très proche de notre hébergement. Pour le reste, j'avoue que ça reste un temple assez classique, avec un chizuya, cette petite fontaine à l'entrée où l'on se verse de l'eau sur les mains, notamment pour les laver de toute impureté, une belle pagode, une salle de prière, bref, tout ce que l'on s'attend à trouver dans un temple. J'en ai profité pour compléter mon Goshuinsho, ces petits carnets que l'on trouve partout dans les temples au Japon et que l'on peut faire remplir par les moines pour une somme très modique. Un Goshuin, c'est un tampon rouge complété par une calligraphie avec le nom du temple et la date de votre visite.
Autrefois, c'était une preuve de passage pour les pèlerins et également de générosité, car il faut faire une offrande pour l'obtenir, généralement quelques centaines de yens. C'est assez symbolique, mais ça contribue à faire vivre ces endroits. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus souvent pré-imprimés à l'avance, c'est un peu dommage. Là, j'ai eu la chance qu'ils soient faits à la main et sous mes yeux. Bon, mais ça, c'était seulement un petit amuse-bouche pour démarrer la journée. À présent, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Direction l'intérieur de l'île pour découvrir un troisième et dernier temple de ce pèlerinage, et dont l'accès est cette fois clairement plus compliqué que les précédents. Vous allez rapidement pouvoir en juger par vous-même. Bienvenue sur les routes de montagne typiques du Japon. Ah oui, ce genre de choses n'est pas propre à Shikoku, j'ai eu l'occasion d'en voir d'autres. Au début, quand on conduit, surtout quand on n'a pas l'habitude de rouler à gauche, ça surprend, et on hésite même à s'y engager. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience dès la toute première fois. J'en ai même parlé à l'époque dans le second épisode de cette série. Par contre, j'avais pas filmé la route à ce moment-là, parce qu'il vaut tout de même mieux rester concentré là. Ici, c'est pas moi qui tiens la caméra, alors ça va. Et je dois dire aussi qu'au bout de maintenant un peu plus de 2 semaines, je commence à avoir l'habitude. Donc là, même si c'était une voiture plus grosse, j'étais parfaitement à l'aise. Nous voici donc au cœur d'une magnifique forêt de cèdres, un cadre idéal pour... Exécuter l'ordre 66. Quoi ? Mais non, enfin! Alors il y a bien un temple à proximité, mais c'est pas un temple Jedi, oh! Non, je pense qu'il voulait dire « Allons visiter le temple 66 », parce que c'est de lui qu'il s'agit, le temple Unpenji. Un temple pour le moins surprenant cette fois, et pratiquement désert. Bon, comme les autres, soit dit en passant, ce qui n'est évidemment pas pour nous déplaire, mais en fait, c'est surtout parce qu'il est fermé. Du moins, les bâtiments de prière et le bureau d'accueil étaient fermés à ce moment-là. J'ai donc dû faire une croix sur mon Goshuin. Mais l'ensemble du temple était tout de même ouvert aux visiteurs. Et comme il est assez grand, en plus, c'était plutôt une bonne chose qu'il n'y ait presque personne. En poursuivant la visite des lieux, une étrange surprise nous attendait. Un peu plus loin, mais toujours dans l'enceinte du temple Unpenji, voilà que l'on tombe sur des dizaines et des dizaines de statues de moines alignées le long d'un chemin qui serpente dans la forêt. Une vision atypique et qui ne peut manquer de nous faire frissonner tant les expressions faciales de ces statues laissent transparaître une véritable souffrance pour certaines. Alors j'ai pas cherché à savoir quelle pouvait être leur signification, mais je dois bien avouer que je préfère tomber là-dessus en plein jour plutôt qu'à la nuit tombée.
Remis de nos émotions, nous avons repris la route pour découvrir cette fois le côté nature. Et pour ça, direction le cœur de l'île et les gorges d'Oboke. C'est donc le long de cette vallée creusée par la rivière Yoshino que nous allons rejoindre notre prochaine étape, le point d'embarquement pour une balade en bateau sur cette rivière. Une nouvelle petite escapade au fil de l'eau d'une demi-heure à peine, mais qui permet d'admirer cette nature sauvage typique de Shikoku. Bien que ce ne soit là, comme toujours, qu'un minuscule échantillon des multiples trésors que possède cette région du Japon. En tout cas, si vous aimez la nature, les paysages de montagne, de forêt, les randonnées à travers celles-ci, et que vous recherchez le calme et la tranquillité, loin du surtourisme des grandes mégapoles du pays, Shikoku, c'est la destination qu'il vous faut. Et bien sûr, pour organiser votre voyage, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec tout ça, n'oubliez pas que mon métier, c'est justement de vous aider à le préparer au mieux. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos pour ça sont dans la description. Quand on parle de nature, on ne parle pas seulement de paysages naturels, mais aussi d'animaux. Et cette promenade fut l'occasion pour nous d'en croiser quelques-uns, comme des cormorans, ou des carpes qui semblaient avoir envie de faire la course avec notre embarcation. Dans le genre moment suspendu, j'avoue que j'ai vraiment adoré cet instant. Cette deuxième journée, déjà bien remplie, n'est cependant pas encore terminée, et bien que nous ayons pris un petit peu de retard sur l'horaire prévu, il nous restait encore la possibilité de voir un dernier lieu caractéristique de Shikoku, un pont de lianes suspendu au-dessus d'une gorge comme celle-ci. En réalité, un peu plus étroite tout de même, et dans la vallée voisine cette fois, la vallée d'Iya. Bienvenue au pont Katsura, ou Katsurabashi en japonais. Il a l'air de rien comme ça, mais à traverser, croyez-moi, on n'en menait pas large, Et c'est sur ces images que l'on va clore cette vidéo à Shikoku. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like pour faire savoir à YouTube que vous avez apprécié la visite, un petit commentaire pour aider au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite du voyage. Quant à moi, je vous dis comme toujours, matane, à la prochaine.